Guillaume Fortin de Père Connex. J'ai eu le plaisir de rencontrer cet homme lors d'un réseautage, mais aujourd'hui, je le reçois pour qu'il vienne nous parler de son parcours d'entrepreneur. Bonjour Guillaume, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Est-ce que toi, tu vas bien? Oh, moi, ça va super bien. Écoute, on ne peut aller mieux. Tu me connais, anyway. Toujours positif. Tout le temps, tout le temps. Donc, dis-moi, Guillaume, comment c'est arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs eux-mêmes? Non, je suis pas du tout d'une. Moi, je suis une belle famille de fonctionnaires. Mon père travaillait pour Post Canada, puis ma mère est enseignante. Hmm. L'entrepreneuriat, les projets ont toujours fait partie de notre vie, mais pas sous la forme d'entrepreneuriat. Par contre, assez jeune, j'ai su là, dans mes études, là, entre autres à l'université, je savais pas mal déjà que je rêvais d'être entrepreneur, puis que c'était mon objectif. Donc, c'est un peu apparu comme ça. Puis au début de ma carrière en entreprise privée et tout ça dans des organisations, ça me démangeait, là. C'était presque, je dirais, une obsession pour moi de dire un jour, Hmm. je veux être entrepreneur. Je passais mes vacances à m'imaginer, à dire, je serais tellement bien comme entrepreneur, pourquoi je fais pas ça? Puis j'étais aussi très bon pour détruire chacune des idées que j'avais pour me lancer en affaires. J'ai Hmm. un côté quand même assez analytique. Ça fait que ça m'a pris du temps là, avant de dire j'ai la folie nécessaire pour me lancer pour vrai. Mhm. Mais ça me démangeait depuis longtemps. OK. Et c'est quoi qui a fait changer justement l'homme, là, de dire on défait toutes les idées, puis un jour, il y en a une qui est restée, puis il a dit celle-là, elle commence à me fatiguer pas mal, là. Qu'est-ce qui a Oh, déclenché le déclencheur? ben, il faut savoir, je travaillais dans une chambre de commerce, puis je rencontrais plein de gens, d'entrepreneurs. Puis moi, ça m'a toujours stimulé beaucoup d'entendre le parcours de ces entrepreneurs-là, de leur histoire. Avec les années, ben, c'est ça, j'y pensais, j'avais des idées. Dans ma vie professionnelle aussi, je développais une expertise par mon travail, des choses où là, je sentais que j'avais une certaine expertise là, que je développais moi-même, puis qui pourrait peut-être être intéressante. Le vrai déclencheur, c'est quand j'ai eu mon premier enfant. On va dire, quand ma femme a accouché de ma fille, Mmh. j'ai pris du temps. Ça a bien tombé, début de l'été. J'avais des vacances accumulées, congé paternité. Donc, ça m'a permis de prendre une pause, je pense, de 5 semaines. J'avais jamais fait ça depuis que je Mmh. travaillais. Et puis, ben, c'était mon premier. Puis, j'ai découvert qu'un bébé, ça dort beaucoup. OK, Alors là, je suis un allé peu. ben, ça dort beaucoup, mais pas toujours quand tu veux que ça dorme. Mais, Ah, OK. mais bon, ça dort souvent. On va dire ça autrement. Ouais, OK, Ça souvent. dort souvent. Et puis, donc, je me suis acheté un ordinateur, un bureau. J'ai mis le pack du bébé à côté de moi, puis je me suis mis à travailler sur un début de plan d'affaires. Mettre mes idées sur papier, juste de m'organiser, ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à évoluer dans ma pensée sur qu'est-ce qui pourrait être un projet potable. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je recommençais à travailler en me disant, là, je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose. Ça m'a quand même pris presque un an ensuite avant de me lancer pour vrai, mais déjà, là, je savais que il y avait une grosse étape de franchie. J'avais trouvé mon idée. Puis je me suis aussi aperçu, parce que j'entendais souvent des entrepreneurs autour de moi qui me disaient, moi j'ai parti ça les soirs, les week-ends avec mon travail pendant le jour et tout ça. Puis je me suis aperçu que avec la job que j'avais, je suis pas du genre à travailler à moitié. Je faisais beaucoup d'heures. J'avais ma famille. Fait que mon projet avançait pas, moi, en même temps que je travaillais. Fait qu'à un moment Mmh. donné, un jour de découragement par rapport à des projets au bureau, ma blonde, elle me dit, moi, je te dis, go, lance-toi. Je pense que c'est le temps, là, puis on va faire ça ensemble. Et puis ça a été le déclencheur. Je pense que 2 mois après, je lâchais mon travail, puis je me concentrais à temps plein sur mon lancement d'entreprise. Euh, Parce que pour moi, c'était le seul moyen de m'y consacrer à temps plein là, pour que ça avance. Mais c'est sûr que sans avoir un environnement familial où j'avais 100% de l'appui de ma conjointe, j'aurais Mmh. jamais fait le saut aussi vite, en tout cas, là, parce qu'à un moment donné, ça impacte toute ta famille de se lancer en affaires aussi. Alors voilà. Mais le timing était bon et puis je ne l'ai jamais regretté depuis.
Cool. Écoute, est-ce que, ta conjointe est partenaire, actionnaire dans l'entreprise ou pas? Ou elle t'a juste appuyé? Non, non, elle est pas. J'avais des sous de côté. Elle est pas impliquée dans la compagnie, outre peut-être justement d'aider la famille au début aussi là, par son métier parce que tu as moins de revenus à un moment donné. Ça Mmh. impacte quand tu te lances les premières années, là, c'est pas super. Alors, c'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une décision quand je dis qui est familiale, où il faut que tu calcules tes affaires, que tu dis bon ben je ferai plus l'argent que je faisais avant au début, au moins. On espère que ça se Mmh. replace un jour, puis heureusement oui. Donc vraiment, ce support-là, c'est essentiel là, pour qu'on réussisse à le faire. Donc non, elle n'est pas impliquée, mais quand même, elle est ma conseillère première et encore aujourd'hui, là, c'est mon psychologue industriel. Elle m'aide que dans Dans les les bons moments. dans les moments de doute, comme on dit. Mais Tout à fait. est-ce à ce moment-là, Guillaume, est-ce que c'était déjà Père Connex ou tu avais, une autre entreprise là, Non, c'est très drôle parce que j'avais travaillé pour mon dernier employeur à un projet où on mesurait la compatibilité avec des gens, avec des activités qu'on organisait à l'époque. Et puis c'était pas une priorité pour l'employeur à ce moment-là, puis c'est normal et puis tout ça, mais moi l'idée, j'avais trouvé bonne, puis je voyais un potentiel. Et puis, comme je travaillais dans une chambre de commerce, déjà à l'époque, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. On la vivait pas encore comme on la vit aujourd'hui, mais c'est Mmh. annoncé depuis tellement longtemps. Je voyais les besoins des entrepreneurs, des entreprises pour recruter et tout ça. Alors, le premier projet de jumelage qu'on a lancé, de matchmaking, quand je parle de jumelage, donc de Mmh. mesurer la compatibilité entre des gens, on l'a lancé dans le recrutement. Ah. Donc, c'était le début du projet. On a développé les algorithmes. Ça a été long avant de développer toute la structure des questionnaires qui permet de mesurer la compatibilité entre des gens et des emplois. C'est ce qu'on faisait au Mmh. départ. Et on a commercialisé un premier produit qui s'appelait ComparJobs. C'était le début de mon entreprise. Puis moi, à l'époque, là, je pensais que c'était ça l'entreprise. Donc, du matchmaking dans le domaine du recrutement. Mmh. On évaluait la compatibilité entre une personne qui applique pour un poste, puis l'équipe en place, l'environnement de travail, voir est-ce qu'il va avoir un bon fit. Puis on a fait j'ai fait une foule d'erreurs stratégiques, mal ciblé le marché, etc. J'ai appris beaucoup dans ce processus-là. Mais quand on a lancé le produit, quelques semaines après, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant, écoute, le concept de mesurer la compatibilité, de faire du jumelage, super intéressant. Est-ce qu'on pourrait l'adapter à d'autres domaines? C'était pas le plan initial. Mais tu es entrepreneur, ça fait 2 ans que tu développes une technologie, tu n'as pas de revenus, tu dis, bon, ben écoute, on ne crachera pas sur des revenus, on va évaluer cette possibilité-là en parallèle du projet de recrutement. Mais ça a été super intéressant, puis on a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième projet, jusqu'au jour où on s'est demandé, ben, je pense que notre produit, c'est pas une plateforme de recrutement avec du matchmaking. Notre produit, c'est notre algorithme de matchmaking qui Mmh. lui-même peut s'adapter à plein, plein d'autres domaines. Et puis là, ça a été le début du pivot vers Perconnex. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'écrivait sur LinkedIn en me disant c'est ton anniversaire, 4 ans chez Perconnex. Puis je disais, c'est drôle, j'ai dû mettre cette date-là au hasard dans LinkedIn un jour parce que la réalité, c'est que c'est un pivot de ComparJobs vers Mmh. Perconnex. C'est toujours la même coquille administrative derrière, là. Mmh. Puis ça s'est opéré, là, en réalité, sur peut-être 2 ans, là, où on continuait d'opérer ComparJobs et puis on développait Perconnex sur le côté, jusqu'au jour où Perconnex représente tellement une grosse part de nos revenus qu'on décide que le volet recrutement pouvait s'intégrer sous Perconnex sous notre nouvelle manière de fonctionner, mais que le produit ComparJob en tant que tel, on l'abandonnait et puis qu'on était directement sous Perconnex. Et puis même là, au départ, quand on a fait le pivot vers Perconnex, ben, on commercialisait beaucoup l'algorithme, mais on le commercialisait dans plein de domaines. Et puis le marché nous a amené peu à peu vers le volet événementiel, associatif. Donc, mon passé m'a rattrapé parce que c'est là-dedans que je Mmh. travaillais avant. Le marché, puis là, on a développé des fonctionnalités qui s'adressaient à ce marché-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, 100% de mon chiffre d'affaires, c'est l'associatif et le marché événementiel. Alors qu'au début de Perconnex, on était aussi ouvert à aller ailleurs. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles où la demande elle est. Ouais. Fait que tu sais, je te dirais que la compagnie a beaucoup, beaucoup évolué. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on revient dans le monde du recrutement, mais plus via le bras événementiel, donc les foires d'emploi, ce genre de choses-là qu'on fait. Euh, on revient à nos amours, mais sous le modèle Perconnex qui fonctionne aujourd'hui puis qui a permis la croissance de l'entreprise.
Wow! Parlant de croissance de l'entreprise, qu'est-ce que tu as vécu justement depuis les débuts de Connex? Parce que je sais que tu as vécu quand même une croissance, assez fulgurante. Comment tu as géré ça? Ben, ça a été long, tu sais. Quand je parle du projet Compare Job, pour moi, ça a été l'équivalent d'un échec professionnel. On l'a jamais lâché, puis on n'a jamais fait, mais je veux dire, l'entreprise elle-même n'a pas levé. On avait engagé des gens, ça n'a pas fonctionné, tout ça, on sentait que l'attraction, comme on dit dans le marché, l'attraction n'était pas là, puis que ça ne Mmh. levait pas. Puis là, à un moment donné, on a pivoté vers un modèle qui était Perconnect, justement, et là, ça nous a permis de faire nos premières embauches. C'est très drôle parce que nous, j'avais quelqu'un dans mon réseau un jour qui m'avait dit, un conseil d'entrepreneur, mise tout sur les ventes. Tu sais, la vente, tant que tu n'as pas de clients, ça ne sert à rien. Travaille plus fort en arrière aux opérations, à l'administration. Tu sais, compense pour tout ce qui est service aux clients. Mais les ventes, là, tant que c'est pas là, tu peux pas faire le reste. Mmh. Alors, la première chose que j'ai fait, c'est engager une compagnie qui m'a aidé à me générer des rendez-vous de vente. Puis ensuite, quand j'ai eu les moyens d'engager un vendeur, on a engagé un vendeur, puis un deuxième vendeur. Puis ça a toujours été vraiment, vraiment ça dans la croissance là, qui a été importante. Puis un autre chiffre qui a été très, très important dans notre croissance, puis pour moi, ça a été le moment où je pense où ce pivot-là s'est opérationnalisé, c'est le jour où on a rentré mon associé dans la compagnie actuelle. Tu sais, je me suis dit, à l'époque, je travaillais avec des fournisseurs externes pour la technologie et tout ça. Mmh. Et puis un jour, j'ai dit, ben, ça va me prendre quelqu'un dans l'entreprise et tout ça. Donc, je me suis mis à la recherche d'un associé qui avait des compétences qui complétaient mes manques, moi, parce que moi, je suis pas un programmeur, là, mais j'ai une Mmh. compagnie technologique. Alors, puis j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est extraordinaire, qui est mon associé aujourd'hui pour le volet, qui travaille à temps plein. Au début, il travaillait à temps partiel, ben, il travaillait les soirs, Mmh. les week-ends avec nous jusqu'au jour où on a les moyens qui viennent avec nous. Mais d'avoir une personne à l'interne qui était capable de compléter tout le volet dont je m'occupais pas, plutôt que Mmh. de reposer peut-être sur des fournisseurs externes qui étaient excellents, mais qui me donnaient peut-être pas la flexibilité justement de faire ce que je voulais aussi vite, qui me donnaient pas l'agilité, je dirais, Mmh. souhaitée. Ça a été un gros game changer. Je suis chanceux parce que je suis tombé sur une personne qui est exceptionnelle, qui est brillante. Mais ça a été vraiment le début du début, là. C'est là que la croissance a commencé, tout ça. Et puis, la dernière étape, je dirais, qui a été un mal pour un bien pour nous, c'est la pandémie. Ça paraît bête à dire. Mmh. Mais nous, je me souviendrai toujours, là, le vendredi 13 mars 2020, puis le samedi, je pense que ça a commencé le jeudi 12, le vendredi 13. J'ai perdu 50% des contrats événementiels que j'avais. Là, c'est Mmh. un gros montant. Perdu à l'époque, les gens pensaient que ça allait durer quelques semaines, quelques mois, donc ils m'ont Ouais. été repoussés, mais cet argent-là, on l'a jamais revu. Ça a été Mmh. un gros choc. Nous, on amorçait notre croissance, on était en train de faire des embauches, on en avait déjà embauché, on était en train de regarder pour agrandir nos bureaux, puis là, tout d'un coup, tu perds tout. Mmh. Fait que là, on a eu justement l'agilité de se revirer de base. Ça a été des mois, le début de la pandémie pour nous, ça a été complètement fou. On a fait un premier projet qui en a amené un deuxième, un troisième, puis là, on s'est réinventé. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le terme, mais c'est ce qu'on a fait quand même, Mmh. pour aller exploiter tout le volet événementiel virtuel, parce qu'avant, on faisait Ouais. plus du réseautage présentiel. Et puis ça a amené aussi une belle croissance. Donc, notre rapidité de s'adapter, Ouais. nous a permis d'aller chercher un petit boost en début de pandémie et tout ça. Fait que ça a été, je te dirais, l'autre étape de notre croissance, là, où ça a beaucoup aidé. Donc, de miser sur les ventes, d'aller chercher l'expertise pour me compléter comme entrepreneur avec un bon associé et finalement, ben, l'agilité dans un moment difficile pour réussir à s'adapter puis aller trouver une faille dans le marché qui nous a permis d'exploser la croissance depuis le début de la pandémie. Ouais, je le dis dans mes formations, l'innovation, c'est tellement important, surtout dans un cas où est-ce que dans un cas comme on a vécu, tu sais. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent grâce au COVID au lieu de dire à cause du COVID, puis c'est correct parce que c'est ça, être agile, puis innover, puis dire voici qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a? Fait que bravo, bravo de l'avoir fait. Mais
Aujourd'hui, j'aurais le goût de demander à Guillaume, l'entrepreneur, ce que tu imaginais quand tu es parti ton entreprise la première fois et le fait, d'un moment donné, ce que moi je dis tout le temps, arriver au moment où est-ce que l'entreprise nous avale, hein, ça veut dire qu'on n'a plus de vie puis on ne vit que pour l'entreprise. Est-ce que tu as passé par là? Est-ce que ça ressemble à ce que tu t'imaginais? Avant de me lancer, non. Je pense que je pensais que le succès allait arriver plus vite. Euh, OK. je pensais vraiment. Tu sais, tu regardes des gens, tu te dis des fois, là, avant de te lancer, si lui ou elle a réussi, moi, je devrais être capable aussi. Puis des fois, c'est pas juste une question de personne ou de compétence. Il y a plein d'éléments de chance quand tu te lances, de contexte. Donc, tu sais, il faut que tu prennes ça en considération que ça fonctionnera pas toujours comme tu veux. Donc, moi, je m'attendais à ce que ça lève plus vite. Ça a pris plusieurs années avant qu'on mette le doigt sur le bon marché, le bon produit, la bonne structure d'entreprise, justement, pour que cette croissance-là augmente. Du point de vue travail, ben moi, dès le début, ça a été des heures de fou. Là où il y a une grosse différence, c'est qu'avant, je faisais tout seul. Pendant longtemps, j'ai été tout seul. Oui, on engageait des fois une personne à contrat ou un employé qui allait, qui partait. Mais tu sais, en gros, c'était un one-man show pendant les premières années. Le jour où on était capable d'avoir des premiers employés, ben mon associé, des premiers employés, à un moment donné, tu découvres la force c'est que tu décupes ta force. Là. Tu peux faire tellement plus vite avec du monde compétent. Moi, j'ai une équipe exceptionnelle avec des gens brillants. D'avoir ces gens-là autour de moi qui m'aident à aller plus vite, à me concentrer sur la partie que j'aime aussi dans mon travail. Ça, je pense que Mhm, c'est la grosse différence. C'est qu'au début, tu fais tout. Là. Tu sais, je fais mhm, souvent la blague avec d'autres entrepreneurs. Là. Être entrepreneur, là, c'est faire la stratégie le matin puis sortir les poubelles le soir. Là. Tu fais tout dans mhm, ton entreprise de A à Z, puis il faut que tu le fasses. Là, je travaille pas moins qu'avant. Je fais encore des semaines, des fois, c'est complètement fou, mais je trouve que mes efforts sont peut-être plus concentrés sur mes forces parce que j'ai des gens qui compensent mes faiblesses, qui ont le talent puis les compétences pour compléter puis travailler fort aussi parce travaille tous très fort, mais sur les parties où moi j'étais peut-être moins bon. Fait que c'est un gros avantage, je te dirais, à un moment donné, de t'entourer, puis quand tu dis que la compagnie t'avale, là, c'est que ça, c'est le fun. Mais je peux pas dire que je fais beaucoup moins d'heures que j'en faisais au début. Je te dirais que mes heures sont plus agréables parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui compensent les parties où j'étais moins bon, mhm. ou où j'avais moins de plaisir de le faire. Ça, pour moi, c'est bien plus fun à ce niveau-là. Mais si tu deviens entrepreneur pour devenir riche puis travailler moins fort, je pense pas que tu as compris c'est quoi la game d'un entrepreneur. Tu vas travailler fort, mais tu vas avoir la chance de travailler sur ce que tu aimes au moins. Puis tu sais, encore aujourd'hui, je ne referais pas le move que de revenir en entreprise. Là. Je dis souvent à la blague à ma femme, justement, que si un jour j'avais à faire une autre entreprise ou j'avais à me trouver un nouvel emploi parce que je vends cette entreprise-là, parce que il arrivait de quoi, peu importe, je redeviendrai entrepreneur d'un autre projet. Je serais pas capable de retourner employé quelque part. Là. Une fois que tu as goûté à ça, c'est bien dur de revenir en arrière. Non, tout à fait. Puis écoute, je te confirme qu'un entrepreneur va continuer de travailler fort, faire bien des heures, mais j'apprends à mes entrepreneurs à devenir administrateurs pour travailler moins fort, pour avoir plus de liberté. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais Ouais, dis-moi mais comment oui, vas-y. non, mais travailler fort quand t'aimes ce que tu fais, là. Moi, sais-tu qu'est-ce qui je pense, m'a donné le coup de pied dans le derrière d'être entrepreneur assez jeune, là? C'était d'entendre des fonctionnaires, mes tantes, mes oncles, des fois, Mmh. parler, puis parler de leur retraite à 50 ans, là, puis tu sais, d'être focusé, toi, à quel âge tu vas prendre ta retraite. Moi, j'étais enfant, j'écoutais ça, puis je me disais, mon Dieu, que ça doit être triste de dire que tu as tellement hâte d'arrêter de travailler, leur vie doit être plate. Dans l'œil d'un enfant, tu disais, tout ce qu'ils parlent, c'est ils ont hâte de finir de travailler. Mmh Puis mh. moi, je me suis dit rapidement, moi, dans la vie, je vais aimer ma job. Pour me trouver une Mmh. job que Mmh j'aime. mh. Fait que moi, de faire 80 heures quand j'aime ce que je fais, là, tu sais, il y en a qui vont faire des passe-temps, qui vont aller faire de la peinture et tout ça. Moi, mon passe-temps, là, c'est ma job. Je l'aime, ma job. J'ai du fun à travailler. Ça me dérange pas de me brancher à la fin de semaine parce que, oui, il y a des passes dures où il faut que tu fasses des affaires qui sont pas le fun, mais j'ai du plaisir à le faire. Donc, mettre beaucoup d'heures, c'est pas un supplice pour moi. Je le fais, c'est ma business. J'ai du plaisir. J'aime les gens avec qui je travaille. J'aime mes clients. J'aime nos produits. Alors, je pense que je serais probablement le genre de gars que tu me donnerais une job de passer le balai, puis je réussirais à trouver le moyen de faire du temps supplémentaire parce que je m'investis dans ce que je fais, puis je le fais par plaisir. Donc, voilà.
Mais tu es encore à l'étape où est-ce que ton entreprise, c'est encore ton bébé. Un jour, tu vas vouloir la voir grandir, devenir un ado et éventuellement un adulte, mais on s'en reparlera rendu là. Moi, ce que j'ai le goût de te demander, Guillaume, toi qui es, tu l'as dit, je suis un analytique, comment tu gères ça au day-to-day, le fait que tu es analytique puis que tu dois conjuguer avec, des employés qui ne le font pas comme toi ou est-ce que tu as de la difficulté avec ça? Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des gens qui ont des compétences que tu n'as pas, puis qu'il faut que tu leur fasses confiance, puis Mmh. qu'ils peuvent y aller. À un moment donné, tout se mesure. Maintenant, tu sais, on est très basé sur les statistiques, essayer de voir comment les choses fonctionnent. On se compare aux concurrents, on écoute beaucoup les clients, tu sais. Fait qu'à un moment donné, les étapes ils viennent, que tu sais c'est quoi la priorité, sur quoi tu devrais travailler, sur quoi. Puis aussi, je suis un analytique, mais en même temps, je suis un réaliste. Là. Ça fait que je sais qu'on peut pas tout faire tout de suite. Je sais qu'on peut pas. Je sais que des fois, on voudrait faire ça, mais on n'est pas rendu là. Il faut que tu apprennes à marcher avant de commencer à courir. Ça fait que on travaille, on réalise, on suit le plan depuis le début. Là, on arrive vers la fin du plan initial, puis ça, c'est correct. On voudrait des fois aller plus vite, mais sauter des étapes, on se tirait dans le pied. Fait Mmh. que on suit le plan, on s'adapte à l'environnement selon ce qui se passe. Puis après ça, on fait confiance aux gens avec qui on travaille, qui ont eux-mêmes les connaissances, l'expertise, l'intelligence de savoir qu'est-ce qui est prioritaire, puis de travailler sur leur volet. Ça fait que tu surveilles tu surveilles tes finances, tu surveilles. Il y a plein de métriques qui te permettent de surveiller est-ce que les ventes devraient suivre, est-ce Mmh. que tout ça. Tu sais, avant, j'avais une job qui était un équivalent de celle d'un directeur des ventes là, avant de travailler comme entrepreneur. Puis, tu sais, je me suis toujours dit, tu travailles sur les efforts, tu travailles pas juste sur les résultats. Parce que Mmh. tu peux rien changer aux résultats, là, mais s'il n'y a pas d'effort en amont, si tu ne travailles pas sur les bonnes choses, ben, il n'y aura jamais de résultats. Fait qu'ensuite, tu compenses en t'améliorant, en te formant, en allant chercher les choses. Mais pour le moment, pour moi, la priorité, c'est de s'assurer qu'on va avoir de l'eau au moulin, que nos clients vont être contents, que nos clients sortent d'une expérience avec nous satisfaits, qu'ils vont avoir envie de revenir, que nos produits s'en vont vers là où on veut les amener, puis que notre staff est heureux. Rendu là, Mmh. ça va assez bien, là, je te dirais. Là. Oui, tout à fait. Où est-ce que tu te vois dans 5 et 10 ans? C'est une bonne question. Nous, en ce moment, on arrive au début d'une croissance à l'international. Alors là, on est Oh. beaucoup là-dedans en ce moment. Mettre en place, on a déjà des clients à l'international, mais on aimerait que ce soit une beaucoup plus grande part de notre chiffre d'affaires que ce que c'est actuellement. Quitte à ce qu'un jour, le Québec, où on a la majorité de nos contrats en ce moment, deviennent vraiment négligeables. On continue d'avoir des mandats au Québec, on va toujours être heureux, mais on voudrait vraiment avoir une portée partout dans le monde. Là. Mmh. Donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est important, qui est la prochaine étape de notre plan. Il y a, quand je parle d'agilité, il y a quand même un volet d'incertitude qui reste lié à la pandémie. Oui, on s'est adapté en 2020 rapidement, Mmh. mais là, il faut s'assurer que nos produits vont rester pertinents dans un contexte de fin de pandémie. Là, on a eu Mmh. une belle surprise en décembre 2021 avec un Ouais. nouveau variant qui venait encore retarder tout ça. Mais tu sais, justement, il faut qu'on s'adapte comme toute entreprise à dire, ben, peu importe de quelle base ça va aller, on va être capable de poursuivre la croissance, puis on va rester pertinent pour notre clientèle. Mmh. Ce qui nous oblige à travailler sur un plan A, B, C, D. Mmh. Mais peu importe, si je réussis à garder mes produits pertinents et à aller chercher une plus grande part de ma clientèle à l'international, ben, ça va être avant 5 ans, mais on va être très heureux là, d'avoir atteint ce niveau-là. Euh, Ensuite, des fantasmes d'entrepreneurs que je me dis, je voudrais faire check sur ma liste un jour, là, peut-être faire des acquisitions un jour, peut-être aller chercher des financements pour une plus grosse croissance. Il y a peut-être choses, là, mais avant, notre priorité, c'est vraiment de s'asseoir plus solidement sur le volet international. Je te dis, on en a des clients à l'international, Mmh. mais je veux qu'on soit encore meilleur, qu'on aille en chercher encore plus. Oui, c'est des beaux projets, mais dis-moi, Guillaume, à quel moment tu vas pouvoir dire: «J'ai réussi»? Bah,
pour moi, c'est tellement pas un objectif, j'ai réussi. Pour moi, il n'y a jamais de fin. Je vois pas de fin. Moi, si un jour j'arrive, que je suis vieux, je suis heureux, que ma compagnie va bien ou que mes projets du moment, on sait pas, là, on n'est pas fou, on écoute. Peut-être qu'il va arriver d'autres choses un jour, puis ça sera pas juste avec cette compagnie-là. Mais moi, je serais très heureux de continuer Parconex pour le reste de ma vie, puis qu'un Mmh. jour, la compagnie continue à rouler. Si pour moi, la compagnie roule, on a un chiffre d'affaires qui est constant, tout ça, pour moi, ça va déjà d'être réussi. Je parais plate à dire parce que la compagnie Perconex, c'est pas encore une grande compagnie, c'est une toute petite PME et tout ça. Mais pour moi, j'ai déjà réussi. Tu sais, on a réussi à Mmh. lancer de quoi, on a des clients, ça fonctionne bien, on a une croissance. Pour moi, c'était ça l'objectif de vivre ce trip-là, de partir une entreprise, de la faire croître, de trouver un produit qui est pertinent pour nos clients, d'avoir des employés puis des collègues qui sont le fun, puis qui ont du plaisir à travailler avec nous. Moi, pour moi, je l'ai atteint déjà. Je peux dire que j'ai réussi, Ah, puis c'est je vois parfait. pas d'autres étapes où je vais dire un jour. Je vois pas la fin. Je sais pas, on dirait que de dire j'ai réussi, la manière que tu me poses la question, je le vois comme tu disais, un jour, je vais dire je suis satisfait, puis j'arrête de pousser. Non, J'espère non, que mais j'arriverai jamais là. sans arrêter. Moi, j'ai toujours dit un entrepreneur restera toujours un entrepreneur, même à la retraite. Puis idéalement, il devient administrateur de son entreprise à la retraite, puis il travaille 5 heures par mois, là. Puis la compagnie continue de le rémunérer. Mais au-delà de ça, de dire, tu sais, à quel moment je suis fière de moi d'avoir fait ce que tu as fait. Je te poserai peut-être une dernière question. Le Guillaume d'aujourd'hui qui parlerait au Guillaume de l'âge de 12 ans, il lui dirait quoi? Oh, à 12 ans, je sais pas ce que je lui dirais. Je lui dirais bien des trucs, mais euh, si je parlais peut-être plus à l'entrepreneur de il y a 8 ans, là, j'aurais des choses à lui dire. J'ai bien de la misère à répondre à 12 ans parce qu'à un moment donné, je crois aussi que la vie t'amène où tu es en fonction de ce que tu traverses. Fait que, tu sais, je ne changerais pas grand-chose à ma vie, je pense, même dans les moments difficiles parce que tu développes qui t'es en fonction de ce que tu rencontres, de ce que tu traverses. Puis même les moments durs dans ma vie, je pense que je garderais quand même avec le recul. Comme entrepreneur, ben écoute, une foule d'erreurs stratégiques, des conseils que j'ai eus de mentors. Puis tu sais, je parlais de ça la semaine passée avec des gens. Un mentor, les mentors pour moi qui ont eu le plus d'influence, c'est pas des gens nécessairement qui m'ont suivi au quotidien ou à tous les mois une rencontre. C'est souvent des rencontres où j'ai rencontré une personne une fois, où j'ai eu la chance d'avoir une discussion d'une demi-heure avec une Mhm. personne qui m'a donné des conseils, puis je me suis dit, wow, si j'avais pensé à ça avant et tout ça. Alors, une foule de conseils stratégiques sur comment cibler ton marché, comment structurer ton développement technologique, il y a plein de choses, d'erreurs que j'ai suivies. C'est sûr que si je repartais une entreprise aujourd'hui, ça irait probablement beaucoup plus vite, je ferais beaucoup Mhm. moins d'erreurs. Mais encore une fois, les erreurs que j'ai faites au début sont ce qui m'ont permis d'avoir l'expertise que j'ai aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux le regretter? Est-ce que j'aurais est-ce que j'aurais eu la sagesse d'écouter tous les conseils qu'on me donne au début? Probablement pas. Probablement que j'aurais fait ma tête de cochon, j'aurais fait à mon idée, parce que des fois, à un moment donné aussi, tu pars d'un projet puis tu n'écoutes pas. Là. Uh-huh. T'entends, mais tu veux pas accepter parce que le conseil qu'on te donne, ça te demande un gros changement stratégique. Tu as fait des efforts, puis toi, tu as tout mis là, pour réussir à Mhm. accomplir quelque chose. Puis là, quelqu'un te dit c'est pas bon, tu n'aurais pas dû faire ça de même. Ben, oui, tu l'entends, mais tu prends la décision inconsciente de ne pas l'écouter. Oui, c'est ça. Puis, parce que tu te dis non, là, j'ai passé le point de non-retour, je le fais. Puis là, à un moment donné, tu te pètes la gueule, excuse-moi. Puis tu dis, j'aurais donc dû l'écouter au moment où il me l'a dit. Ben, je pense que Ouais. j'aurais pas écouté probablement. Mais ceci étant dit, les erreurs que j'ai faites puis les conseils que j'ai eus font qu'aujourd'hui, je pense que je serais un meilleur entrepreneur à partir d'un projet du début. Mais faut que faut que tu te mettes la main sur le rond de poêle à un moment donné Fait pour comprendre que c'est chaud, faut pas que tu le refasses. Puis c'est ça, je pense que ça fait partie un peu de la game. Oui, tout à fait. Et tous les entrepreneurs ont la même, je pense, le même désir de faire leur tête à un moment donné, puis d'essayer, puis de se planter. Fait qu'on est tous, on passe tous par là. Puis tu reçois tellement de conseils à un moment donné aussi, tu sais, ils sont pas tous pertinents, là. À un moment donné, les conseils que tu reçois, là, t'en as plein, là, des Joe connaissants, puis des supposés gourous qui veulent t'apprendre comment faire ci, faire ça, puis là, tu lis dans Mhm, les livres, ça a donc bien l'air facile. Fait qu'à un moment donné aussi, tu deviens un peu imperméable parce que faut que tu gardes le focus. Tu dis, ah, OK, mhm. c'est ça que je fais. Mais écoute,
de t'asseoir avec une personne qui a réussi, qui a monté une compagnie, qui a fait ce que toi tu veux atteindre, puis de te livrer, puis d'écouter les conseils de cette personne-là. Rarement, ces personnes-là m'ont pas apporté de quoi d'intéressant. Puis tu sais, c'est fou des fois comment ces gens-là ont une vision claire là, de ce qu'il faut que tu fasses. Puis ça Mhm. en est fâchant parce que toi, tu es dedans, puis tu trouves pas la solution, ça marche pas, puis là, tu y passes 5 minutes, puis tu dis, ah, t'aurais dû faire ça de même. Mhm. Fait que c'est tellement simple que tu veux pas écouter. Non, mais c'est ça. Ben, l'avantage d'engager un coach, c'est qu'au moins tu te dis, ben, je l'ai payé, fait que je vais l'écouter. Oh, tout à fait, tout à fait. À un moment donné. Tandis que les conseils gratuits, tu dis, pas sûr, pas sûr. Mais effectivement. Ben, Aujourd'hui, c'est peut-être ça le punch. Là. Le conseil que j'aurais me dirais, c'est écoute donc les conseils. ou en tout cas, pour dire un petit peu plus attention. Peut-être qu'ils sont bons. Peut-être. Mais aujourd'hui, Guillaume, Parconex s'adresse plus à quel genre d'entreprise? On a parlé de l'événementiel maintenant en ligne, qui va, je crois, rester, mais ce n'est pas juste ça. Ouais, ben, nous, en fait, on a créé une plateforme qui permet la connexion professionnelle entre les gens. Donc, ça se vit beaucoup à travers des événements. Ça peut être des événements qui sont virtuels, bien sûr. On en a fait beaucoup depuis 2 ans. On a fait beaucoup d'hybrides depuis 6 mois. Donc, des événements qui sont une partie virtuelle, une Mhm. partie présentielle. Et ben, avant la pandémie, on avait quand même une business qui roulait sur des événements présentiels. Donc, tout organisé, le volet réseautage d'entreprise, le volet rencontre humaine. Donc, notre application devient vraiment l'application événementielle de l'événement que les gens utilisent pour vivre leur événement. La plateforme Perconnect, grâce aux algorithmes de jumelage intelligent, d'intelligence artificielle, ça devient un peu ton guide pour consommer ton événement ou encore pour vivre ton membership dans une association, dans le sens où la plateforme, elle vient te faire des recommandations. Donc, on commence Mhm. toujours par des questions, des questionnaires, et ensuite, la plateforme, elle vient t'aider à choisir son outil d'aide à la décision qui te dit, bon, selon ton profil, voici qui tu devrais rencontrer pendant l'événement. Voici Mhm. quelle activité que tu devrais faire. Voici quel kiosque que tu devrais visiter. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans ton parcours de soit ton événement ou ta vie de consommer les services d'une association dont tu deviens membre, ben, on devient un peu un guide qui t'aide à focuser tes efforts puis ton attention sur les bonnes informations. Ça peut être quelle conférence j'écoute versus avec Mhm. qui je devrais aller faire un meeting. Que ce soit pour du réseautage d'affaires, du mentorat, que ce soit pour une activité de recrutement, une activité d'intelligence collective, donc tout ce qui est atelier collaboratif où tu veux que des gens se parlent pour parler ensemble, ben nous, on va aider à mettre les bonnes personnes ensemble Mhm. pour qu'ils ressortent des résultats plus positifs de cette rencontre-là, versus laisser un volet aléatoire de laisser les gens Mhm. librement se rencontrer et tout ça. On a prouvé qu'en choisissant qui va se rencontrer en fonction de leur profil, on est capable d'améliorer les résultats positifs qui en sortent. On l'a mesuré, ça. Alors, ça devient un outil essentiel pour n'importe quel organisateur d'événements qui veut offrir une valeur ajoutée à ses participants ou encore pour n'importe quelle association qui veut que ses membres soient satisfaits et puis sortent de leur expérience de membership avec un résultat positif. Alors, c'est vraiment nos deux marchés cibles. Euh, oui, le réseautage d'affaires est une grosse partie, mais moi, je dirais c'est la connexion humaine. Dès qu'il y a une Mhm. connexion humaine, d'ajouter une touche d'analyse automatisée qui t'aide à prendre les bonnes décisions, ça devient quelque chose de vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec la technologie, ben maintenant, c'est devenu abordable pour n'importe quel type d'organisateur d'événements ou d'association. Tu sais, on ne parle plus de dizaines de milliers de dollars. Là. C'est rendu Mhm. abordable. Les gens peuvent se le permettre, puis ils réussissent même à utiliser ça pour le monétiser avec des partenaires, etc. Donc, Ben oui. oui, on va créer la connexion, mais Mhm. ensuite, on va donner l'ensemble des services pour diffuser du contenu, faire du réseautage, rencontrer des gens, publier des opportunités, des contenus vidéo, de la web diffusion, etc. Tu peux vivre l'expérience qui est propulsée par le jumelage intelligent sur notre plateforme Mhm. après avoir été jumelé. Donc, je pense que c'est un produit original. Oui, il y a plein de plateformes événementielles, mais de rajouter cette touche-là en amont d'intelligence artificielle comme on le fait, on est les seuls sur le marché à le faire de cette manière-là. Mhm. Puis je pense que ça apporte vraiment des bons bénéfices.
Mais en tout cas, on reconnaît ton côté, analytique où est-ce que tu as analysé les résultats et les retombées, puis c'est excellent parce que c'est ça, dans le fond, qu'on veut quand on prend un produit ou un service. On veut savoir à quoi il va nous servir, puis qu'est-ce qui va nous donner de plus-value. Écoute, Guillaume, un grand merci. Merci d'avoir accepté, de faire l'entrevue, avec nous aujourd'hui. Merci de ton partage, puis je suis sûre que les gens, par ton parcours, vont découvrir l'homme en arrière de la machine. Merci. Donc, merci tout le monde d'avoir passé ces moments avec nous et nous, on se donne rendez-vous dans notre prochain podcast. Donc, aujourd'hui, nous étions avec Guillaume Fortin de Pairconnex. À bientôt tout le monde.